Les chalutiers sont censés pêcher uniquement à plus de 30 mètres de profondeur, mais la nuit, ils se rapprochent de la côte. Au cours des 10 dernières années, les petits pêcheurs africains ont vu leur prise diminuer. Ils doivent rester en mer de plus en plus longtemps, mais capturent de moins en moins de poissons. Une Philippine vend au marché le poisson qu'attrape son mari. Certains jours, il n'y en a pas du tout. Elle dit que les plongeurs au cyanure polluent l'eau et détruisent les tout petits poissons. Il est difficile d'arrêter cette activité illégale et dangereuse, mais très rémunératrice. Les navires battant pavillon étranger pêchent le flétan dans l'Atlantique Nord. La pêche non réglementée pourrait les forcer à fermer. Les poissons sont de plus en plus petits. Les pêcheurs doivent en capturer 2 fois plus pour le même poids. 10 ans après l'adoption du code de conduite pour une pêche responsable, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, augmente à des rythmes sans précédent. Quelques 170 États membres de la FAO ont approuvé le code, en partie pour arrêter la surexploitation des stocks ichtyologiques. Mais il semble que les prises illicites de certaines espèces de valeur sont nettement supérieures au niveau autorisé. Dans certaines pêcheries du monde développé, ceci pourrait signifier des centaines de milliers de tonnes de poissons. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée, baptisée de ses initiales en anglais pêche IUU, a un effet dévastateur sur les petites communautés de pêche, en les privant souvent de nourriture et de moyens d'existence. Ce pêcheur doit s'aventurer de plus en plus loin pour trouver du poisson, mais il en attrape moins, et ceux qu'il prend sont trop petits pour être mangés. Il ne peut pas rembourser ses emprunts et a peur de perdre ses embarcations. La pêche illicite affecte également les acheteurs et les négociants, ainsi que les opérations de pêche industrielles. En Australie, a régné l'inquiétude que la pêche illicite anéantisse les pêcheries de l'Égine. Il y a 3 ans, le contingent était fixé à 2800 tonnes. En un an, les braconniers ont attrapé plus de 8 fois ce volume. Les autorités australiennes surveillent depuis longtemps 12 navires braconniers. Ils les ont vus changer de pavillon et de nom 4 fois en 8 mois. Ils peignent les bateaux et changent les noms en mer. L'an dernier, leur butin s'est élevé à 120 millions de dollars des États-Unis. Quand ils ont épuisé une zone, ils passent à une autre. La pêche illicite a également un effet dévastateur sur la biodiversité et les habitats indispensables à la reproduction du poisson. Diverses espèces sont menacées d'extinction ou épuisées à cause de cette pratique. Dans les années 80, les plongeurs au cyanure ont attrapé des milliers de poissons Napoléon géants vivant dans les récifs coralliens, pour finir dans les aquariums des restaurants de Hong Kong. Maintenant, même si un spécimen de grande taille peut arriver jusqu'à 10 000 dollars des États-Unis, les pêcheurs font état de pêche médiocre. La pêche illicite de l'esturgeon est montée en flèche après l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a 25 ans, le Kazakhstan récoltait 1100 tonnes de caviar contre 8 tonnes en 2003. Aujourd'hui, dans la mer Caspienne, les pêcheries traditionnelles sont en péril. Les prises d'esturgeon ont tellement baissé à cause du braconnage que les familles de pêcheurs sont inquiètes pour l'avenir. Quelle est la cause fondamentale de la pêche illicite ? Les scientifiques et le secteur sont d'accord sur ce point, la pauvreté et la motivation du gain. Les petits pêcheurs côtiers se donnent du mal pour gagner leur vie dans une filière très encombrée. Le besoin de nourrir leur famille les porte à violer les règlements de pêche. Pour beaucoup de pêcheurs des pays développés, la pêche n'est pas rémunératrice. Après avoir payé le carburant, les appâts et d'autres coûts encore, le revenu net est souvent exigu, voire nul. La plupart des pêcheurs sont payés en pourcentage des prises. S'ils n'attrapent rien, ils ne gagnent rien. Il faut ajouter à cela la forte demande de poissons et de produits dérivés du poisson qui incite fortement à la pêche illicite. En Écosse, les prix du poisson ne se sont pas alignés sur le coût de la vie. Parallèlement, les contingents de prise sont plus sévères. De nombreux pêcheurs locaux, désespérés, se sont tournés vers la pêche illégale et font de fausses déclarations de capture. Les probabilités d'être attrapés et punis par la loi sont également très faibles. Dans un pays de l'OCDE, il a été estimé qu'un navire est arraisonné en mer une seule fois par an. Et même dans ce cas-là, les probabilités de poursuite judiciaire sont très faibles. Mais que fait-on alors pour résoudre le problème ? Chaque pays a une forme ou une autre de système de surveillance et de contrôle
pour réglementer l'activité de pêche et aider à détecter les violations. Un système complet de suivi, contrôle et surveillance, SCS, peut être coûteux. Dans certains pays de l'OCDE, cela représente jusqu'à 11% de la valeur des prises dans les eaux territoriales. Un système sophistiqué requiert un personnel qualifié pour faire fonctionner le matériel et analyser les données. Il nécessite des observateurs, des inspecteurs des pêches ou du personnel militaire pour faire la chasse aux infractions. Aujourd'hui, plus de 70 pays utilisent des systèmes de suivi des navires baptisés SSN, systèmes de surveillance des navires par satellite, qui peuvent abaisser les coûts et améliorer l'efficacité du SCS et la sécurité en mer. Les engins de pêche sont équipés de technologies VMS, qui transmet leur position au centre de surveillance. Ceci donne aux autorités des informations sur le lieu et le moment où ces navires opèrent et sur la taille de leur prise. Mais si l'on veut que les systèmes de suivi et de contrôle soient efficaces, il faut une volonté au niveau national de contrôler les flottes, de vérifier les débarquements et les livres. Il faut une coopération internationale qui se partage les informations sur les récidivistes et des traités internationaux pour contribuer à l'application effective en haute mer. Ce navire de pêche illégal a réussi à s'échapper car le bateau de surveillance n'a plus assez de carburant pour le poursuivre. Malheureusement, il n'existe pas d'accord de coopération sur les pêches avec le pays voisin, ce qui veut dire que le capitaine devra laisser filer ses pêcheurs hors la loi. Durant les 10 dernières années, les États membres ont travaillé sans relâche à la mise en œuvre du code de conduite pour une pêche responsable. Mais il faut bien plus pour affronter la pêche illicite. Les pays doivent formuler des lois et des règlements, compris et adoptés par le secteur halieutique et les communautés de pêche, et faciles à respecter. Ils doivent trouver des fonds pour leur application. Un pouvoir judiciaire efficace et bien informé doit être dédié à faire respecter ces règles. Les États doivent surveiller et contrôler leurs flottes partout où elles opèrent. Des listes de navires de pêche autorisés et illicites, dénommées listes noires et listes blanches, devraient être dressées et leurs propriétaires identifiés. L'aménagement des pêches doit être coordonné dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il faut des plans d'aménagement des pêches plus efficaces et une meilleure ratification des instruments internationaux, à commencer par l'accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion. Mais la pêche est une activité gouvernée par l'histoire et par les émotions. De nombreux pêcheurs continuent à croire qu'ils deviendront riches avec la prochaine prise. Les pêcheurs ne sont vraisemblablement pas disposés à abandonner leur activité. Mais c'est au gouvernement de veiller à ce que les préoccupations individuelles ne triomphent pas sur le bien commun. Les rapports indiquent que 38 millions de personnes travaillent dans le secteur halieutique dans le monde entier. Beaucoup d'autres en dépendent pour vivre. Les constructeurs de bateaux, les fabricants de filets, de lignes et de hameçons, les fournisseurs de carburant et de glace, les vendeurs, soit des communautés entières. En 2002, le poisson a assuré au bas mot 20% des besoins en protéines animales de plus de 2,6 milliards d'êtres humains. La ressource mérite une stratégie coordonnée de protection. Les États, les organisations internationales, les organes régionaux d'aménagement des pêches et le secteur halieutique et les communautés de pêcheurs doivent se fixer un but commun pour le bien de tous. Lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans toutes les pêcheries et sous toutes ses formes.